Bonjour, chers frères, chères sœurs, chers amis. Voilà. Désolé pour ces 15 minutes de retard. J'avais voulu, évidemment, puisque le frère Bogasako devait intervenir, je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de chevauchement. C'est pour cela que j'ai quand même voulu vérifier. Je pense que vous ne m'en voudrez pas et que nous allons commencer ce direct dont vous voyez le titre. Et d'entrée de jeu, je vais d'abord vous parler de mon bouquin. Donc, je crois que j'ai mis les références. Donc, vous voyez, c'est mon bouquin, j'ai écrit, c'est ma première œuvre. Voilà, c'est de moi. Donc, le titre, c'est Ces Africains, ennemis des Africains. En tout cas, je vous conseille de l'avoir, de le parcourir, de le lire. Et puis j'attends éventuellement vos critiques, puisque c'est ma première œuvre, même si j'en avais fait 10 ou 100, mais au moins, on sait toujours qu'aucune œuvre n'est parfaite. Et si d'aventure vous avez des critiques, objectives bien sûr, je suis prenant parce que je veux m'améliorer. Ceci étant, je ne vais pas passer plus de temps sur ça. Je vais plutôt mettre de la musique pour permettre à ce que les autres puissent venir nous joindre et que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Donc, permettez que je puisse appeler les autres pendant que nous allons savourer un peu de la musique de notre compatriote Serge Kassi. Vince Billy Le Faucon, je te salue. Merci d'être là. Voilà. On va mettre Allo Diokwe. Le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. So if I see the military, so I'm afraid. Ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Pourquoi et par qui les habitants de Diokwe ont-ils été tués? Des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Merci Guedi. Je vais appeler les autres. Allô, Diokwe. allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes frères à Diokwe. Allô, Diokwe. Allô, Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes frères à Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Allô, Diokwe. Ils sont venus du nord du pays. Oh Lord. Ils ont atterri à Diokwe. Oh non. Ils se sont emparés de la vie. Mijo. Ils l'ont encerclé, l'ont bouclé, Gagiseli. Sous le vigilant de l'ONICI, à Bougalier. Devant le silence de Babylone, François Kensi. 1000 jeunes ont été exécutés. Yeah. Allô, Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents à Noukouakouté. Stéphane Kipré, Diokwe. Ils ont tué mes parents à Naïli. Pierre Raphaël, Diokwe. Devant le portail de l'ONICI,
Ils ont tué mes parents à Niaïbli. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes parents à Petit Djokwe. Allô, Djokwe. Allô, Djokwe. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes parents à Niaïbli. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes parents à Ditozo. Allô, Djokwe. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre. Oui, merci. Donc, excusez-moi, je vais continuer de faire appel à nos frères. Excusez-moi, si vous permettez un peu, quelques minutes, puisque je suis en train de... Parce que le sujet, je pense qu'il vaut la peine d'être ventilé à plusieurs personnes, puisque comme j'ai l'habitude de faire, c'est surtout sur des documents que je m'appuie. Donc, attendez, voilà. Donc, comme je l'ai dit, bonjour à Black Soplet, comment on appelle, Yves Sofali, pardon, hein, Blecky Sofali, Jean-Yves, merci, Otep, voilà. Je vais essayer, permettez que j'appelle encore quelques personnes. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mon bouquin qui est là. On dit bien de faire la publicité de soi-même. Donc, c'est un bouquin que vous pouvez vous procurer. Je vous ai mis à mon mail. Vous m'envoyez un mail pour ceux qui ne l'ont pas. Mon frère Jean-Yves Zobo, merci pour le soutien que tu m'as apporté en achetant le bouquin. Merci. Il y en a d'autres personnes. Donc, si elles sont là, je leur dis merci. Et je pense qu'en lisant, il y a des choses que vous allez comprendre, surtout au niveau d'un certain nombre de problématiques. J'essaie de manière modeste d'apporter ma contribution pour la compréhension de ce que j'appelle la problématique du sous-développement. Et évidemment, voir quels sont les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Mais la plupart du temps, nous parlons des facteurs exogènes. Ici, je rentre plus dans les facteurs endogènes. Et je vous dis que bon, il y aura un tome 2. Ça, je vous file le scoop. Ne dites pas aux autres. Donc ici, ça c'est une première partie. Et nous allons donc, dans quelques minutes, donc entamer comment on appelle, le thème réel de notre jour du jour, à savoir où est-ce que la CPI en est avec la question. Je pense que les autres vont nous rejoindre. Guédi, merci. Voilà. Voilà. Patrice Angoua, merci. OK. Donc, moi, je pars toujours sur des éléments précis. Donc, comme toujours, c'était un document. Donc, je pense que ça doit être certainement le premier document de la CPI, certainement sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est un document qui date du 15 novembre 2011. Ça dit 15 jours après, le président Gbagbo a été déporté à CPI. Et nous allons partir de celui-là. Il y a d'autres corpus que je vais utiliser, tout ça. Mais je vais partir de celui-là. Donc, c'est le document, vous pouvez le tirer. Hein. C'est ICC-02/11 du 15 novembre 2011. Bien. Donc, ici, vous voyez, on parle de situation en République de Côte d'Ivoire, rectificatif à la décision relative à l'autorisation d'ouverture d'une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte d'Ivoire rendue en application de l'article 15 du statut de Rome. Article 15 du statut de Rome. Bon. Donc, je prends ma fable ou bien comment on appelle, mon classeur. Que nous dit l'article 15? Donc, nous avons ici donc l'article 15. Je suppose que vous m'entendez bien. Bien, que nous dit l'article 15? L'article 15, donc, qui parle du procureur, dit que le procureur peut ouvrir une enquête
de sa propre initiative, au vu des renseignements concernant les crimes relevant de la compétence de la CPI. Bonsoir, mon frère Marc. Ça, c'est l'alinéa 1. L'alinéa 2, le procureur vérifie le sérieux des renseignements dont tu l'as reçu. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus l'alinéa 1. Et puis, voilà, qui est très important. On dit donc le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative, au vu des renseignements concernant les crimes relevant de sa compétence. Donc, le procureur, c'est lui qui dit. Donc, je ne vais pas entrer dans trop de choses, parce que ça fait un peu trop de juridisme. Moi, je ne suis pas un juriste. Donc, c'est ce que Dieu dit, ça, c'est l'alinéa 1. Donc, quand je reviens au document de départ qui est là, donc le document de départ, je vous ai dit, donc c'est le titre, c'est là, donc ici, donc c'est la cour préliminaire 3 qui a été instituée, et c'est cette cour-là, bien évidemment, excusez-moi, qui a été faite par rapport à la demande du procureur. À l'époque, c'était M. Ocampo. Hein. Vous allez voir, donc c'est M. Ocampo qui a fait la demande. Bien. Pourquoi je le dis? Vous avez donc le document ici. Je vous montre que vous voyez. Donc en vert, je vais vous montrer, je vais fleurer pour que vous voyez. Donc vous avez ici en vert, vous lisez bien, je suppose. Donc vous avez le bureau du procureur, M. Luis Moreno Ocampo, et son adjointe, Mme Fatou Bensouda. Donc, M. Luis Moreno est parti en 2012. Il a été remplacé par Fatou Bensouda. C'était en juin 2012. Elle a droit à 9 ans. Logiquement, en juin 2021, elle reste pour empiler un deuxième mandat, je n'en sais rien. Ou bien peut-être qu'elle part. Hein. Il me semble qu'il y a plus de possibilités qu'elle parte, il me semble. Donc, je vais continuer de parcourir. Donc, nous sommes à la page. C'est un document de 94 pages. C'est-à-dire, comme en Belgique, on dit 94 pages. Je prends alors la page 3. La page 3, je vais lire. On dit, la chambre préliminaire 3, c'est-à-dire la chambre de la Cour pénale internationale, rend la présente décision relative. Merci Marie-Paul d'être là, au moins je suis réconforté. Relative à la demande aux fins d'autoriser d'ouverture d'une enquête en Côte d'Ivoire présentée par le procureur en vertu de l'article 15 du statut de Rome, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le procureur, à l'époque c'était Luis Ocampo, avec pour adjoint Mme Fatou Bensouda, qui ont présenté un document pour qu'on puisse ouvrir une enquête en Côte d'Ivoire. Bien. Donc, il y a un rappel de la procédure, je ne vais pas, c'est un peu beaucoup de choses. Bien, donc je continue. Au point 1, rappel, donc on dit le 22 juin 2011, la présidente de la Cour a constitué la chambre préliminaire 3 et lui a signé la situation en République de Côte d'Ivoire. Le 23 juin 2011, le procureur a déposé une demande en vertu de l'article 15 du statut de Rome, dans laquelle il demande à la Chambre de l'autoriser à ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en Côte d'Ivoire relative aux violences post-électorales survenues après le 28 novembre 2010. Ça, c'est le point 2. Donc, dans le point 3, le procureur affirme que les renseignements disponibles fournissent une base raisonnable permettant de conclure. Écoutez bien, c'est très important. Nous sommes au point 3. Le procureur affirme que les renseignements disponibles fournissent une base raisonnable permettant de conclure que les crimes contre l'humanité visés à l'article 7 du statut et des crimes de guerre visés à l'article 8 ont été commis en Côte d'Ivoire lors des violences post-électorales survenues après le 28 novembre 2010. Donc, lui dit après 2010. Il fait valoir que l'enquête envisagée vise principalement à identifier les personnes qui portent, écoutez bien, il dit, les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde pour avoir ordonné ou permis la commission de ces crimes. Je reprends cette phrase. Donc on dit le procureur fait valoir que l'enquête envisagée, donc le procureur dit à la chambre préliminaire, envisagée, vise principalement à identifier
les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde pour avoir ordonné ou permis la commission de ces crimes. Donc, je m'explique, je le dis, mes respects, merci Mori Keïta. Je dis, si je me trompe, il y a ma soeur, Maître Babli, qui est là. Donc, il dit qu'il demande de faire une enquête. L'objectif de l'enquête, c'est d'identifier toutes les personnes qui sont vraiment à la base. Donc, c'est pour cela qu'on lui a donné l'autorisation. On a donné l'autorisation. Ça, nous sommes le 23. Hein. Non, pardon, le 15 novembre. Ça, c'est le 15 novembre. On lui a dit, vous pouvez ouvrir une enquête. Donc, ça, c'est pour identifier toutes les personnes. C'est ce qui est marqué dans le document. Bon. Donc, comme je vous dis, c'est un document de 94 pages. Je ne vais pas tout lire. Nous allons donc à la page 4, 84, la quatrième page, au point 6. Le procureur a fait valoir qu'aucune procédure n'ayant été engagée au niveau national contre les principaux responsables de ces crimes et compte tenu de la gravité alléguée des actes commis, les affaires qui pourraient découler de son enquête sur la situation en Côte d'Ivoire seraient recevables. Il ajoute que, de surcroît, d'après les renseignements disponibles, il n'y a aucune raison de croire que l'ouverture d'une enquête sur cette situation ne servirait pas les intérêts de la justice. Je suppose qu'on se comprend. Ça veut dire qu'il dit qu'au moment où il enquête, il n'y avait rien qui, sur le plan national, qui avait été entamé. Nous sommes en novembre. Et de plus, le fait de le faire, ça ne discrédite pas la Cour pénale internationale. Bien au contraire, ça rehausse son image parce que c'est des crimes qui lui reviennent. Donc, je vais passer un peu un certain nombre de pages et puis aller plus loin parce qu'on parle de l'acceptation, tout ça. Ça, c'est pas ça qui est pour le moment à l'ordre du jour. Donc, vous voyez que donc le 15, je dis bien, il faut qu'on suive. Nous sommes le 15 novembre 2011. 15 novembre 2011. C'est là qu'on donne ce document-là, apparaît. 15 novembre. Donc, vous pouvez le chercher sur le site de la CPI. Vous allez la voir. Si vous n'avez pas, vous m'envoyez un mail. Je vais vous l'envoyer par mail. C'est un document de 94 pages, ou en Belgique, on dit 94 pages. Je vais donc aller plus loin pour ne pas qu'on perde du temps, puisqu'il y a des éléments plus importants. Bon, ça, c'est pas... Est-ce que je dois le dire? Bon. Donc, je vais prendre un peu un autre élément, comme ça, avant d'aller à la page 8, au point 15. La Chambre conclut, sur la base de la déclaration du 18 avril 2003 et des lettres de décembre 2010 et mai 2011, que la Cour est compétente pour connaître les crimes qui auraient été commis en Côte d'Ivoire depuis, asseyez-vous bien, le 19 septembre 2002. Je reprends. Au point 15. La Chambre conclut, sur la base de la déclaration du 18 avril 2003 et des lettres de décembre 2010 et mai 2011, ça j'expliquerai, que la Cour est compétente pour connaître des crimes qui auraient été commis en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002. Donc ça, c'est la page 8 au point 15. On va sauter parce qu'après, il y a beaucoup de choses, de procédures. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt vous donner des informations. On saute et on va tomber, puisque le titre de mon direct aujourd'hui, ça porte sur la CPI après 9 ans. Où est-ce que vous en êtes avec l'autre camp? C'est quand même ça. Pourquoi je le dis? On va prendre alors la page 68. Au point 151. Voilà ce qu'on dit. Allégation, c'est marqué au-dessus. Allégation du procureur. Le procureur soutient que la majeure partie des meurtres et des attaques lancées contre les civils ont eu lieu dans un contexte de conflit entre les forces pro-Gbagbo et pro-Ouattara, notamment lorsque les forces pro-Ouattara ont mené des opérations militaires en vue de prendre le contrôle du sud du pays et que par conséquent, un lien peut être établi entre les crimes de guerre allégués et les hostilités. Je vais reprendre et puis réexpliquer. . Donc, nous sommes à la page 68, au point 151. On parle des allégations du procureur. Ça dit,
Le procureur dit, le procureur soutient que la majeure partie des meurtres et des attaques lancées contre les civils ont lieu dans le contexte du conflit entre les forces pro-Gbagbo et pro-Ouattara, notamment lorsque les forces pro-Ouattara ont mené des opérations militaires en vue de prendre le contrôle du Sud et que, par conséquent, un lien peut être établi entre les crimes de guerre allégués et les hostilités. C'est-à-dire que, ici, vous n'entendez pas Dorcas, quand vous dites qu'il faut bien parler, ce qui se passe si vous avez... Donc, ici, de quoi il s'agit? Au vu de ce que le procureur a envoyé comme document, je vous montrerai, je vous parlerai d'autres, c'est que, ici, on dit que ce qui s'est passé, ce qui a créé la violence et que les civils sont morts, c'est que ce n'est pas un seul groupe. Il y a eu deux groupes. Merci, Afoussat, d'être là. Afousatou, Chantal. Il y a eu deux groupes. Les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Et il dit que, en fait, il y a eu les morts lorsque les gens, les pro-Ouattara, ont décidé de prendre le contrôle du Sud. C'est là qu'il y a eu les morts. C'est ce qui est marqué ici. Donc, nous sommes à page 68 au point 151. Ça va? Et donc, je vais sauter d'autres pages parce que, bon, c'est par rapport au thème. Nous sommes au point 153. Donc, la page suivante, la page 169. On dit encore, conclusion de la Chambre. Ça, c'est la Chambre qui conclut. Au vu des renseignements fournis, la Chambre conclut qu'il y a une base raisonnable pour croire que les crimes qu'auraient commis les pro-Gbagbo étaient étroitement liés à l'existence d'un conflit armé entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes à page 69. Ça veut dire quoi? Que ce qui s'est passé, s'il y a eu, il y a les crimes qui ont été faits, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas un seul individu qui s'est levé. Il y a eu des forces, les forces pro-Gbagbo et les forces pro-Ouattara. C'est ça qu'il dit. En dessous, maintenant, en main, je vous montre pour que vous voyez tout ce qui est à partir du bleu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est marqué ici. J'ai fait exprès. En jaune, c'est ce que je viens de lire, voilà. Mais je vais lire pour vous. On dit acte qu'auraient commis les forces pro-Ouattara. Donc, déjà, je parle du 15 novembre 2011. Allégation du procureur. Le procureur à l'époque, c'était M. Louis Ocampo, mais son adjointe, c'était Mme Fatou Bensouda. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle ignore. Soit salué, frère Sosen Balou. Ce n'est pas quelque chose qu'elle ignore. Voilà les allégations. Le procureur allègue qu'entre le 25 février 2011 et le 6 mai 2011, les forces pro-Ouattara ont commis des meurtres au sens de l'article 8 de C1 du statut et des attaques contre des civils au sens de l'article 8 de EI du statut. Il affirme que la plupart des meurtres et attaques contre les civils ont eu lieu au cours des opérations militaires lancées par les forces pro-Ouattara contre les forces pro-Gbagbo afin de leur reprendre le contrôle du sud du pays. Donc, excusez-moi, je voulais éternuer. Donc ici, il y a un élément du statut, l'article 8, je n'ai pas envie de fouiller, mais déjà montre qu'entre le 25 février 2011 et le 6 mai 2011, au vu de l'article 8 du statut de Rome, donc l'alinéa 2 CI et l'alinéa EI, voilà. Donc, il y a eu des meurtres et des civils faits qui ont été, ces meurtres-là ont été commis par les forces pro-Ouattara parce qu'ils voulaient récupérer le Sud. Donc, c'est quand même un document qui est là. On continue. Donc, nous sommes au point 155, donc la page suivante à la page 70. Les éléments justificatifs présentés par le procureur montrent qu'au cours de leur offensive, les forces pro-Ouattara, notamment les FRC et plusieurs milices, ont attaqué et tué de nombreux civils dans des dizaines de villages et de villes. Je vais les citer, c'est entre parenthèses. Toulepleu, Bleulequin, Guiglo, Diokwe, Doké, Diboke, Dawa,
Delobli, Bayebe, Pienouin, Geibli, Genglosia, Dieiba et Diaoun, et à leur abord, ainsi que dans les quartiers d'Abobo et d'Anyama à Abidjan. Vous voyez, ce sont les 28 et 30 mars 2011, les forces pro-Ouattara auraient tué des centaines de civils dans le quartier Carrefour de Diokoué. Il ressort que plus des éléments justificatifs que l'attaque menée contre le quartier Carrefour à Diokoué avait pour objet de punir collectivement la population guérée. Je reprends cette phrase. Il ressort de plus des éléments justificatifs que l'attaque menée contre le quartier Carrefour à Diokoué avait pour objectif de punir collectivement la population guérée. Ça, c'est la CPI qui le dit. Le document du 15 novembre que vous pouvez trouver maintenant à tout moment. Soyez salués, cher aîné Sissé Abou. Donc, c'est le 15 novembre 2011. Je dis bien 15 novembre 2011. 15 jours après, le président Gbagbo a été déporté à la CPI. Donc, c'est des documents que vous pouvez trouver. Donc, nous sommes au point 155. Bien. Je vais alors, comme je vous ai dit, je travaille avec la documentation. Puisque dans cet élément-là, on parle ici de Human Rights, on parle de Amnesty International, donc vous voyez, on parle, donc le titre c'est ils ont regardé sa carte et l'ont abattu. Donc voilà le document que vous pouvez trouver de Amnesty International. Vous pouvez le trouver. Lui aussi, c'est un document de combien de pages? Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement, voilà, donc Amnesty International. Donc c'est un document qu'ils ont produit, je crois, le 7 mai 2011. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Amnesty International qui a servi de support. Pourquoi je parle de ça? Vous avez donc l'annexe 4 que vous pouvez trouver aussi. Parce que c'est pas... L'annexe 4, vous pouvez trouver sur... Vous voyez, on dit Non-Governmental Organization, ça veut dire les ONG. Annexe 4. Je peux vous donner si vous m'envoyez. Donc voilà la liste des documents sur lesquels... Ça c'est le procureur. Qu'est-ce qu'a appuyé le procureur? J'ai mis en jaune ceux qui concernent mon thème du jour. Ça va? Mon thème du jour. Donc ici, Human Watch Road, Côte d'Ivoire, Ouattara kills Rep civilian during offensive. CIV OTP 002-0186. On a beaucoup entendu ça. Donc, voilà le document dont je viens de parler. Voilà. Côte d'Ivoire, Ouattara force kill rap civilian during offensive. Dans mon anglais approximatif, on dit Côte d'Ivoire, les forces de Ouattara, ils tuent, ils violent les civils, donc ils ont tué, violé les civils pendant leur offensive. C'est marqué là, c'est ce document, c'est un des documents, puisque le document fait partie ici. Deuxième document de Human Rights, on dit Côte d'Ivoire, Ouattara should act to control troops. Ça veut dire que Ouattara doit tout faire pour contrôler ses troupes. Voilà. Donc voilà le document encore. C'est dans la même chose, au niveau de l'annexe. Ça fait partie de l'annexe. Vous voyez? Donc voilà encore un document. Donc c'est marqué ici, Côte d'Ivoire, Ouattara should act to control troops. Mon anglais est approximatif, désolé. Donc je reviens alors, je vais donc ça fait partie, donc ce n'est pas les documents dont je parle. Donc voilà le document de Amnesty International. Qui est là, ici, AI, vous avez ici AI, et le document c'est CIV OTP 002-0647. Donc vous pouvez le trouver sur Internet. Il parle alors de ce document-là. Le titre, on met They looked at the identity card and shoot him this 6 mois after. Ça veut dire, je vais traduire ça en français, c'est plus facile pour moi. Ils ont regardé sa carte d'identité et l'ont abattu. C'est ça qui est écrit en anglais. Je prends donc le document qui a servi de support, qui a permis à ce qu'il y ait eu les allégations du procureur. Quand je prends donc, nous sommes à la page 11, on dit escalade de la violence à Abidjan et à l'ouest du pays. On dit même
Toutefois, parce qu'on dit, pour protester contre le maintien, je prends les allégations, contre le maintien au pouvoir de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et son premier ministre Soro Guillaume ont appelé leurs partisans à manifester le 16 décembre 2010, afin de prendre possession de la radio-télévision RTI et d'autres bâtiments officiels contrôlés par les partisans du président sortant. On descend un peu. Toutefois, lors de cette marche, 6 policiers ont été tués par arme à feu par des manifestants dans le quartier PK18 et Filtissac. La délégation d'Amnesty International qui s'est rendue en Côte d'Ivoire en janvier et février 2001 a pu enquêter sur ces événements et a pu établir que des manifestants armés ont attaqué un immeuble habité par des militaires et des policiers dans le quartier PK18. Je ne vais pas lire, parce que si je vais lire tout, vous n'allez pas. Ici, donc, on parle ici de atteintes des droits humains commises par le commandant invisible, groupe armé, aussi le président sortant Laurent Gbagbo. Je vais lire ce que dit Amnesty International. Le 4 avril 2011, un ancien militaire, Ibrahim Koulibaly, surnommé IB, qui a joué un rôle dans la tentative du coup d'État de septembre 2002, a publiquement affirmé, dans un entretien à Radio France Internationale, être le chef du commando invisible. Le 27 avril 2011, les FRC ont attaqué le lieu où se trouvait certainement Ibrahim Koulibaly, qui a été tué lors d'un échange dans des conditions qui n'ont pas encore été élucidées. Bon, je pense que vous savez plus. Ce groupe armé a commis des atteintes graves aux droits humains en s'en prenant à des populations d'ethnie ébriées accusées d'être favorables à Laurent Gbagbo. Ils ont notamment attaqué le 6 mars 2011 le village d'Anokwa-Kouté. Donc, eux-mêmes, ils disent, avant d'être attaqué, ce village était habité par des membres de l'ethnie ébriée. Cette attaque aurait entraîné une vingtaine de morts et une quarantaine de blessés, ainsi qu'un déplacement massif des populations. Donc, la principale attaque a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 mars 2011. Maintenant à Bobo. Amnesty International a appris, donc nous sommes à la page 31, que dans la commune d'Abobo, plusieurs habitants, dont certains se livraient à des actes de pillage, ont été sommairement abattus par les membres du commando invisible. Merci, frère Céline. Donc, 3.4, violation des droits humains commises par les FRC durant et après l'arrestation de Laurent Gbagbo. Donc, on parle de FRC. Lors de la conquête d'Abidjan et dans les semaines qui ont suivi, les FRC créés par Alassane Ouattara le 8 mars 2011 ont commis des violations graves des droits humains, ciblant les partisans avérés ou supposés de Laurent Gbagbo. Est-ce que je dois encore? Je vais sauter. On va venir. Je m'excuse auprès des personnes parce que ce que je vais lire va être un peu sensible. Surtout, ça parle de viol. Mais je ne vais pas aller dans trop de détails. Donc, nous sommes à l'ouest. On dit à Maple, une lycéenne âgée de 15 ans a été violée par un commando des FAFN, les Forces Armées Nouvelles. Ça, c'était la mi-janvier 2011. Amnesty International a obtenu le témoignage d'une autre fille âgée de 18 ans, violée par ce même commando à Maple le 25 janvier 2011. À la connaissance d'Amnesty International, aucune action n'a été emprise contre ce commando qui n'a été ni relevé de ses fonctions ni sanctionné. On va maintenant partir, puisque je vous ai parlé, puisque c'est bien d'étoffer ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui a fait que la Cour pénale a dit qu'il y avait lieu de poursuivre les gens de M. Ouattara là-bas. C'était ça. Crime commis à Diokwe. Lors de leur prise et contrôle de Diokwe et des villages environnants, les FRC et les Dozo ont massacré des centaines de guerriers sur des critères essentiellement ethniques et politiques. Dès leur prise de contrôle dans la matinée du 29 mars 2011, des éléments du FRC, secondés par les Dozo et des éléments armés, ne portant pas des uniformes, ont mené une chasse à l'homme dans le quartier Carrefour, principalement habité par les guerriers.
je vais un peu loin, ils ont exécuté des centaines d'hommes de tout âge avant de les abattre. Ils leur ont demandé parfois de décliner leur nom ou leur montrer leur carte d'identité. Certaines de ces cartes ont été retrouvées sur les lieux à côté des cadavres. Amnesty International a recueilli à Dieukwé dans les villages environnants près d'une centaine de témoignages de personnes ayant survécu à ce massacre qui toutes ont indiqué le côté systématique et ciblé de ces tueries commises contre les populations guéries à la fois par les FNC en uniforme, par les DEZO. Je descends un tout petit peu, lors de sa mission d'enquête à Dieukwé, en avril 2011, la délégation d'Amnesty International s'est rendue dans de nombreuses maisons incendiées et a pu voir des cadavres calcinés et non encore enterrés. Bon, je vais vous épargner tout ça. Donc, c'est un rapport que vous pouvez voir. Et bon, bien évidemment, dans le document, la Croix-Rouge, c'est ce que j'ai dit, parle. Donc, je vais passer à ça. Donc, vous avez vu, c'est ce que tout à l'heure, dans le document dans le titre de l'œuvre du frère Serge Kassi que j'ai joué à l'œuvre du Dieukwé, il a parlé des 800. Évidemment, donc nous sommes à la page 44. Voilà, on dit donc encadré. Massacre à Dieukwé, polémique sur les chiffres. Puisque le comité international de la Croix-Rouge a publiquement indiqué le 1er avril 2011 que au moins 800 personnes avaient été tuées le 27 mars lors de violences intercommunautaires. La division des droits de l'homme de l'ONUCI, elle parle qu'entre le 28 et le 30, que pour elle, c'est 330 morts. Donc, sur les 330 morts, la plupart ont été exécutés par les DOZO des FRC. C'est ce qu'eux disent. Eux, ils parlent de 3. Les autres parlent de 800. Eux, ils parlent de 330. Bien. Maintenant, Amnesty International dit, et ça c'est eux, Amnesty International, pour sa part, a pu rencontrer à Dieukwé en avril 2011 une personne qui a participé avec les soldats marocains de l'ONUCI au décompte des personnes tuées au quartier Carrefour et a aidé la Croix-Rouge à enterrer certains corps. Cette personne a indiqué 817 corps avaient été dénombrés, parmi lesquels il y a une femme, 27 jeunes de moins de 20 ans, y compris les enfants âgés de 3 ans, 12 corps revêtus d'une aube, excusez-moi, ainsi de suite. Bon, je vais vous épargner ça. Donc, ça, c'est le rapport d'Amnesty International que vous pouvez trouver sur le net, vous le tirez, etc. Je vais continuer sur ce que nous dit la CPI elle-même. Donc, je viens de ça, je vais passer donc à la page suivante. Et nous sommes donc à la page, donc le document, je rappelle, c'est le document du 15 novembre 2011. Voilà, merci. Voilà, Jean-Yves dit, il a trouvé. Le document du 15 novembre 2011. Et dans le document, donc, je suis à la page 71. Donc, vous allez sur le site de la CPI, tapez, vous allez, si c'est un peu difficile, vous m'envoyez un mail. Je vous ai mis mon adresse mail au-dessus. Vous m'envoyez, je vous l'enverrai par mail. Ça, c'est pas compliqué. C'est un document de 94 pages. Donc, moi, je n'ai pas pu tirer tout, puisque, bon, on est un peu confiné. Donc, si j'allais finir mon angle, mais ce que je pense être important, je l'ai ici. La représentation des victimes. Oui, nous sommes à la page. La Chambre a reçu des victimes des représentations concernant les meurtres qui auraient été commis par les forces pro-Ouattara entre le 25 février et le 6 mai 2011. Ah, moi, je suis étonné. Quand j'ai vu ça, j'étais étonné. Ah, ainsi donc, il existe des victimes qui ont été reçues et donc on sait qu'ils existent et on n'a jamais fait cas. Bon, bref. Plusieurs communications individuelles font également état de meurtres commis par les forces pro-Ouattara à Abidjan et dans plusieurs autres lieux en mars et avril 2011. Conclusion de la Chambre. L'allégation du procureur étant étayée par des renseignements disponibles, la Chambre conclut qu'il y a une base raisonnable pour croire que les forces pro-Ouattara sont responsables de meurtres et d'attaques intentionnellement dirigées contre la population civile commis entre le 25 février 2011 et le 6 mai 2011. Oui. Merci, Marie-Paul.
Voilà. Oui, le dossier, mais voilà, elle parle, qui va être ajouté. Merci. Donc, je voulais en parler plus tard, mais comme tu as anticipé. Donc, effectivement, c'est pour cela que je vais ici saluer ma sœur Martine Keivao, qui a aussi introduit par la suite, lorsqu'il y a eu la question de l'adjournement en préliminaire du procès du président Laurent Gbagbo, on a dit au procureur, son dossier était insuffisant. Il fallait qu'elle aille étoffer. Et donc, on a donné la possibilité aux gens de déposer des dossiers. Notre soeur a pu, grâce à des avocats, introduire, je crois, des dossiers de, je crois, au moins 4000, c'est ce qu'elle m'avait dit, peut-être que ma mémoire, j'espère, ne faille plus, de 4000 personnes qui ont été tuées et c'est avéré. Donc, encore introduite par, en plus de ce qu'eux-mêmes, ils avaient. Ça, c'est ce qui... Moi, je parle ici de novembre. Or, ce qui a été introduit, je crois, c'est en 2015-2016 que Martine Keivao et son groupe ont introduit ça. Ouais, donc, ça veut dire qu'il y a du lourd. Donc, vraiment, c'est très important. Donc, nous sommes en page 71, au point 157. L'allégation du procureur étant étayée par des renseignements disponibles, la Chambre conclut qu'il y a une base raisonnable pour croire que les forces pro-Ouattara sont responsables de meurtres et d'attaques intentionnellement dirigées contre la population civile commis entre le 25 février 2011 et le 6 mai 2011. Donc, il n'y a pas de chose. Après, on parle des viols. Ici, encore allégation du procureur. Le procureur allègue, nous sommes au point 158, sur la page 71, on dit 71 en Belgique. Le procureur allègue qu'en mars 2011, lors de l'offensive militaire qu'elles ont menée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les FRC ont violé au moins 23 personnes, toutes de l'ethnie guérée. Il soutient que les forces pro-Ouattara ont détenu des femmes durant un ou plusieurs jours et les ont violées à multiples reprises. Je m'excuse pour cet élément-là. Il ressort des éléments justificatifs que les forces pro-Ouattara auraient commis des viols le 8 mars 2011 à Bazobli, le 20 mars 2011 à Blolequin, le 14 mars 2011 à Doké, le 29 et 31 mars 2011 à Diokwe, le 13 avril 2011 à Deaouepeuple et le 3 mai à Yopougon, Abidjan. Vous voyez? Donc c'est véritablement bien spécifié. La Chambre a reçu deux victimes des représentations concernant les viols qui auraient été commis par les forces pro-Ouattara entre le 25 et le 26. Encore la conclusion à ce point-là, puisque le viol fait partie des crimes, enfin, dans ce qui est là. L'allégation du procureur étant étayée par des renseignements disponibles, la Chambre conclut qu'il y a une base raisonnable pour croire que durant la période allant du 25 au 21 février au 6 mai 2011, les forces pro-Ouattara ont commis des viols dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et Abidjan. Bon, sur le reste, on parle de pillage. Je pense que ça, c'est pas... Donc, on dit, n'empêche, je crois que c'est quand même important. Acte que le procureur n'a pas allégué, mais il a quand même présenté des pièces. Voilà. Il a quand même... Donc, nous sommes à la page 74, au point 167. Il ressort des éléments justificatifs fournis par le procureur qu'entre le 25 février et le 6 mai 2011, les FRC ont traité les jeunes hommes de manière inhumaine, sans autre raison apparente que leur âge ou leur groupe ethnique, en particulier des Guérés, des Bétés, des Gouro, des Atiers, tous fortement liés à l'ancien président Gbagbo ou en raison de leur quartier d'origine. Selon les informations livrées par Human Rights Watch, les victimes des forces républicaines ont rapporté avoir été frappées à plusieurs reprises avec des crosses, des ceintures, des cordes et des coups de poing pour leur arracher des informations sur les endroits où les armes étaient cachées ou pour les punir pour leur appartenance présumée aux jeunes patriotes.
donc c'est un groupe de miliciens pro-Gbagbo. Les actes de torture rapportés sont notamment l'arrachage des dents d'une victime et le placement d'un couteau brûlant sur une autre victime, le coupant ensuite. Les renseignements fournis indiquent que les partisans de Laurent Gbagbo ont été frappés avec des bâtons et des crosses de fusil par des éléments de FRC dans la cour de la résidence présidentielle après la reddition. Des proches de Laurent Gbagbo auraient été par ailleurs violemment battus à l'hôtel du Golfe à Abidjan après leur reddition. Bon, je vais dire... Donc, le procureur essaie de voir. Donc, au vu des renseignements, donc nous sommes au point à la page 76, point 169, au vu des renseignements disponibles, la Chambre conclut qu'il y a une base raisonnable pour croire que les actes de torture et des traitements cruels ont été commis par le FRC et d'autres forces pro-Ouattara entre le 25 février 2011 et le 6 mai 2011. Vous voyez, donc c'est... Bon, on parle de compétences. Donc, je vais donc rapidement à la page 77. Au vu des renseignements fournis, au point 162 ou 172, la Chambre conclut qu'il y a une base raisonnable pour croire que les crimes commis par les forces pro-Ouattara étaient en traitement liés à l'existence d'un conflit armé entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara sur le territoire ivoirien. Donc, sur la décision, ça c'est bon. Donc, nous allons donc, pourquoi il faut autoriser, donc nous sommes à la page 78, fin de l'autoriser à enquêter. Dans la décision autorisant l'ouverture d'une enquête sur le Kenya, la Chambre préliminaire a décidé que on pourrait allonger la période et tout ça. En fait, on fait un parallèle. Et donc, compte tenu de l'instabilité, donc on fait le parallèle de ce qui s'est passé au Kenya, comme on a permis. Et vous allez voir pourquoi cet élément-là, j'ai sauté quand même, parce que en fait, c'est un peu trop de blabla, et puis parce que j'ai pas envie de faire passer plus d'une heure sur celui-là. Je vais rapidement... Okay. Bien. Donc, je vais donc repartir à la page. Désolé. Donc, nous sommes à la page 83. Donc, le point 182. Donc, on dit, je vais plutôt, donc c'est Human Rights Watch rapporte également que il semble que des violences, il semble que les violences sexuelles les plus graves aient été commises pendant la période de conflit ouvert allant de septembre 2002 au milieu de l'année 2003. D'après l'ONUCI, les massacres de Diapaï, Guy-Truzon et Petit-Ducuy en 2005 illustrent bien l'érosion des relations intercommunautaires dans cette région. Donc, dans le même rapport, elle explique que s'agissant des auteurs de violations graves des droits de l'homme, l'impunité était la norme. Outre le manque d'empressement général à enquêter et engager des poursuites, la crise en Côte d'Ivoire a eu des conséquences tragiques pour le système judiciaire dans l'ensemble du pays et en particulier à l'ouest. On va rapidement arriver, je pense, plus à la conclusion, parce que sinon ce document, je vous ai dit, c'est 194 pages, donc on ne va pas tout lire. Mais ce qui nous intéresse, c'est véritablement à la conclusion. Permettez, puisque on parle de la gravité, tout est grave, bien. Eh oui. Donc, je crois que j'ai sauté une page où
ils avaient demandé, mais je crois que c'est où se trouve. Non, j'avais vu ça tout à l'heure, bon, c'est pas grave. Donc, on va dire conclusion. Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre autorise l'ouverture d'une enquête en Côte d'Ivoire sur les crimes relevant de la compétence commis depuis le 28 novembre 2010. Donc, vous avez vu qu'on parle ici de février et de mai. Donc, on est au-delà. L'enquête pourra également porter sur les crimes qui continuent d'être commis à l'avenir, comme indiqué au paragraphe 179 plus haut, dans la mesure où ces crimes s'inscrivent dans le contexte de la situation en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que nous dit le procureur, enfin la chambre préliminaire, le 15 novembre 2011. Nous sommes le 15 novembre 2011. Donc il y a un document qui demande à ce que le procureur puisse ouvrir une enquête parce qu'il a déjà les documents, puisse même amener des gens. Et à la suite de ça, donc, vous avez vu, j'ai lu, il n'y avait pas de partisans. Hein. J'ai lu, on a parlé de Pro-Gbagbo, Pro-Ouattara. À la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de ça, nous avons plutôt vu. Excusez-moi. Je vais parler avec document à l'appui. Donc, à la suite de ça, donc ça c'est le document du 15. Le 15 novembre. Le 23 novembre, voilà un document qui sort. Je vais vous montrer pour que vous voyez. Donc, vous voyez bien la date. 23 novembre, c'est le document ICC 0218. Et c'est ex-aparté réservé à l'accusation en greffe. C'est un mandat d'arrêt à l'encontre de Laurent Koudou-Gbagbo. Donc, le 15, on a ça. Une semaine après, il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre le président Laurent, c'est ce qu'ils ont dit, hein, Laurent Koudou-Gbagbo. Pourtant, on nous a parlé de deux forces. Nous avons donc les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Donc le 15, le 23, il y a un mandat qui est lancé contre le président Koudou Laurent Gbagbo. Le 29, non, le 25, le 25, vous voyez, donc c'est le document ICC 02/11-01. On nous dit demande d'arrestation et de la remise de Laurent Koudou Gbagbo. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le 23, on lance un mandat. Le 25, on demande de l'arrêter et de remettre le président Gbagbo à la CPI. Le 29. Donc ici, on dit, expatrié, recommandation sollicitée par les autorités ivoiriennes sur la demande de mise en liberté provisoire déposée par Laurent Koudou Gbagbo. Donc le 29, les avocats demandent que le président Gbagbo puisse être mis en liberté au vu d'un certain nombre d'éléments qu'ils ont développés. Ça, c'est le 29. Le 30, vous avez donc ce document, il est assez volumineux, 49 pages. Demande relative à la demande d'élément d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Laurent Koudou Gbagbo déposé par le procureur en vertu de l'article 58. Et vous savez donc la suite. Vous voyez donc le 30, et donc on a fait le 30, et le 30 soir, on l'a amené à la CPI. Il a été déporté. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, le document du 15 novembre est clair. On dit que tout ce qui a eu, les morts qui ont eu lieu, les viols, tout ça, sont nés d'un conflit entre deux groupes, les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. On a séquencé des crimes qu'auraient commis les pro-Gbagbo, on a séquencé les crimes qu'auraient commis les pro-Ouattara. Pour les pro-Gbagbo, on a pris le président Gbagbo qui n'était pas sur le terrain, mais comme on lui a dit c'est pro-Gbagbo, c'est-à-dire que ce sont ses partisans. On est venu avec lui. Il a passé 8 ans. Ils ont envoyé son ministre aussi, Charles Blé Goudé, qui a passé 5 ans. Ils ont été acquittés. Et nous sommes encore dans une procédure un peu bizarre. Logiquement, puisque quand nous parlons de justice, d'ailleurs, ici vous avez bien, c'est ça l'équilibre. C'est un plateau. Si on a mis quelque chose dans ce plateau, il faut mettre quelque chose dans l'autre plateau aussi. C'est de ça, c'est la question que nous on pose. On a mis dans ce plateau la pile, donc la balance est déséquilibrée. Oui, Adel Cissé, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je ne vais pas entrer dans les procédures. Je sais qu'il y a des vices de forme. Par exemple, si on fait ça, ça va donner
du courage. Moi, je dis, il y a une balance. On a mis dans un plateau. Il faut qu'on emmène dans l'autre plateau. Puisque dans le document du 15 novembre, c'est écrit noir sur blanc, que ce que j'ai lu, hein, je n'ai pas envie de me répéter, que les forces pro-Ouattara ont commis des crimes, des viols, c'est même détaillé. Pourquoi on n'a, c'est rien. Je vais vous montrer un élément, je pense, vous allez vous faire votre idée, puisque Mme Fatou Bensouda se trouve sur le plateau de RFI. Hein, vous êtes maintenant habitué à ce journaliste-là. Notre ami journaliste qui est là pour faire, excusez-moi, il faut que je place correctement, désolé. Donc nous allons aller donc ce document, vous pouvez l'avoir. Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Fatou Bensouda. Elle est le procureur général de la Cour pénale internationale à La Haye, d'où elle nous rejoint. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci de me recevoir. Je voudrais débuter, Madame Bensouda, avec la situation en Libye, où il y a des combats en ce moment. Le maréchal Khalifa al-Haftar est passé à l'offensive contre la capitale, Tripoli. Vous avez délivré un mandat à l'encontre d'un de ses lieutenants, Mahmoud al-Walfali. Excusez-moi. Bien sûr, nous poursuivons notre travail en Libye. Je vais... Al-Walfali fait partie de ces gens et quelque chose de très grave et nous a participé à la... De quoi? En réalité, bien sûr, dans un premier temps, nous examinons la Je crois que c'est... de l'analyse que nous menons. Vous faites appel de cette décision, mais clairement, c'est un coup dur contre... Voilà. Il y a quelques mois, les juges ont décidé qu'ils devraient être acquittés des chefs de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Vous faites appel de cette décision, mais clairement, c'est un coup dur contre vous, parce que c'était une affaire très symbolique. La situation en Côte d'Ivoire, comme vous le disiez à juste titre, est en cours d'examen actuellement par le bureau, par la Cour. Et il est vrai que récemment, on a vu cet acquittement de M. Gbagbo et de M. Blegoudé. Et comme vous le savez, j'ai d'ores et déjà fait appel de cette décision. La Cour en a été saisie. Et c'est donc la CPI et les juges qui vont statuer sur ce dossier. Nous espérons évidemment avoir un résultat positif, mais bien évidemment, c'est une affaire qui relève des juges pour l'heure. Donc je n'ai rien à dire de plus à ce stade. Parce que certains ont dit que c'était une humiliation du bureau du procureur, parce que la défense n'a même pas eu à plaider et que l'accusation s'était effondrée. Je ne sais pas si je partage cette façon de formuler les choses. Une chose est certaine, les juges, effectivement, qui ont prononcé l'acquittement, ont ensuite décidé d'une procédure parce que nous avons dit qu'il y avait eu des erreurs de droit qui avaient été faites et c'est d'ailleurs sur ces motifs que se fonde notre appel devant la Cour. Des erreurs en droit importantes ont été faites et ceci a entraîné l'acquittement. Donc il reste maintenant au juge à décider si tel est le cas ou pas. Est-ce que l'enquête sur l'autre partie se poursuit? Est-ce que rien de neuf ne s'est produit de ce point de vue-là? Les enquêtes se poursuivent et encore une fois, je souhaite dire les choses clairement. D'emblée, j'ai toujours dit que les deux parties au conflit feraient l'objet d'une enquête et je tiens à respecter cet engagement. Cette enquête est en cours. Le moment n'est pas venu maintenant de révéler publiquement les résultats de ces enquêtes, mais le moment venu, je le ferai. Une chose est certaine et je puis vous en assurer, les enquêtes sont en cours et elles progressent. Venons-en, si vous voulez bien, à Bien. la question de la Palestine. Merci. Donc, vous avez entendu Mme Fatou Bensouda qui dit que les enquêtes sont en cours. C'est elle. Ça, c'est le 17 décembre 2019. Elle dit les enquêtes sont en cours. Je vous ai parlé de 2011. Donc, nous sommes en 2019, novembre 2011.
17 décembre 2019, elle dit les enquêtes sont encore en cours. Voilà. Je vais encore, alors là, cette fois-ci, c'est Maître Altit, pour dire que les gens ne sont pas restés en reste. Aujourd'hui, l'ancien président ivoirien, finalement, il ne s'est pas exprimé. Est-ce que c'est pour des raisons de santé qu'il n'a pas pris la parole? Non, il n'a pas pris la parole parce qu'il nous est apparu qu'il n'y avait pas de raison particulière pour qu'il prenne la parole. Son équipe de défense s'est exprimée à sa place. Il avait pris la parole il y a de cela 3 ans, lors de l'audience de confirmation des charges, en faisant un discours tout à fait important, je dirais même historique. Il reprendra la parole au cours du procès. Aujourd'hui, il est apparu préférable, utile, que nous puissions présenter les choses de façon plus technique et plus juridique. Maître Altit, dans votre déclaration d'ouverture, vous accusez la France d'avoir soutenu militairement Alassane Ouattara dans sa stratégie de prendre le pouvoir par la force. Expliquez-nous en quoi cela exonère le camp de Laurent Gbagbo des crimes qui lui sont reprochés. Alors, je pense qu'il faut présenter les choses de manière un tout petit peu différente. Nous sommes des avocats, nous répondons aux arguments d'avocats de l'accusation, que sont les procureurs. Les procureurs présentent un narratif. Ce narratif, nous le considérons, nous, la défense, comme biaisé et partiel. Pourquoi? Parce qu'il reprend le narratif de légitimation de la prise du pouvoir par Alassane Ouattara, qui avait été conçu à l'époque par les communicants français d'Alassane Ouattara, un narratif politique. Et nous considérons donc que le procureur n'a fait que reprendre sous des habits juridiques ce narratif politique. Par conséquent, nous avons aujourd'hui, comme nous l'avons fait depuis des années maintenant, mis en lumière les contradictions, les failles, les manques, les silences du procureur pour montrer que sa thèse n'a pas de fondation, qu'elle ne tient pas. Et faisant cela, nous montrons en creux qu'il y a une autre histoire. Nous, en quelque sorte, nous découvrons, nous expliquons la réalité. Et naturellement, donner à voir la réalité, c'est donner à voir l'implication française et l'implication personnelle du président Sarkozy. Maître Altit, vous dénoncez un procès biaisé. Lors de l'ouverture de ce procès, la procureure a affirmé qu'elle enquêtait bien dans les deux camps. Elle a reconnu qu'il y avait eu des crimes commis également par le camp d'Alassane Ouattara. Est-ce que ces propos ne vous ont pas rassuré? Ce n'est pas très rassurant. Il y a 3 ans de cela, je demandais à la procureure, devant les juges de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, quand elle allait enfin poursuivre ceux qui sont suspectés de crimes de masse, de crimes contre l'humanité, d'avoir commis ces crimes pendant des années et des années, notamment dans le nord du pays, qu'ils ont ravagé pendant près de 10 ans. La réponse a été « bientôt, ne vous inquiétez pas ». Nous sommes maintenant, 3 ans après, rien n'a été fait. Les mêmes suspectés de crimes sont au pouvoir à Abidjan. Nous souhaiterions que la procureure agisse. Bien, donc, vous avez vu que les avocats du président Laurent Gbagbo ont quand même demandé aussi au procureur. Ça, il lui parle 3 ans avant. Ça veut dire que nous sommes en 2000, au moment où il parle, ça c'est en 2016. Donc, qu'il posait que Maître Altit s'exprimait. Vous allez voir encore un dernier élément de, comment on appelle, Madame Fatou Bensouda. Excusez-moi, vous allez donc voir. Merci. Je tiens à préciser que Madame le procureur va répondre en anglais, mais vous allez pouvoir suivre ses réponses grâce à nos collègues les traducteurs ici. Donc Madame le procureur, les deux premières questions sont où est-ce qu'on en est avec les enquêtes sur le camp Ouattara notamment, et des questions sur la sécurité des témoins. Thank you. Merci. Comme je l'ai indiqué, d'emblée, j'ai voulu insister sur ce fait à plusieurs reprises d'ailleurs. Les enquêtes, s'agissant de la situation en Côte d'Ivoire, concerneront les deux camps. Et mon bureau n'a jamais changé d'avis là-dessus. Nous avons commencé nos enquêtes. Évidemment, nous en sommes encore à un stade confidentiel. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous informer de ce que nous sommes en train de faire sur l'objet de nos enquêtes. De par leur nature même, les enquêtes sont confidentielles et elles sont en cours. Je puis cependant vous dire que nous avons commencé en 2015. Nous avons intensifié nos enquêtes
dans le camp pro-Ouattara et ces enquêtes sont toujours en cours. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce stade pour ne pas révéler la nature secrète et confidentielle de ces activités. Mais sachez que les enquêtes sont en cours. Bien, donc, excusez-moi, comme je suis dans la débrouillardise, je suppose que vous ne m'en voulez pas. Je suis sidéré, je dis vraiment sidéré, je ne sais pas si ça, vous êtes dans le même... Moi, je reviens encore à un document, le même document que j'ai... Le document ici, le voilà. Je vais mettre ça en fluo pour que tout le monde voit, c'est quand même étonnant. Vous avez entendu, Mme Fatou Bensouda parler de 2015. Nous avons ce document que je vous ai montré. Nous avons ce document-là. Peut-être que je vais faire comme ça pour que vous voyez correctement bien la date. Pour ne pas que vous dites, ouais, ce monsieur-là, je ne sais pas, excusez-moi, je vais essayer de mettre le document derrière pour que vous voyez. Voilà, c'est plus... Voilà. Ok, donc vous voyez bien, voilà. Vous voyez le document, c'est marqué dessus. 15 novembre 2011. Voilà. Vous voyez ce document, c'est quand même pour pénal international. En anglais, voilà. Vous voyez donc ce document. Donc, vous pouvez le trouver, voilà les références. Donc, nous sommes en 2011. Excusez-moi, nous sommes en 2011. Le 15 novembre 2011. Et dans ce 15 novembre 2011, dont je vous ai cité, je vais prendre un élément parmi tant d'autres que j'ai cité. On a parlé du camp Ouattara qui a fait des crimes, qui a commis des crimes. Je prends par exemple la page 71. L'allégation du procureur étant étayée par des renseignements disponibles, la Chambre conclut qu'il y a une base raisonnable, je prends comme ça, pour croire que les forces pro-Ouattara sont responsables de meurtres et d'attaques intentionnellement dirigées contre la population civile commis entre le 15 février 2011 et le 6 mai 2011. Donc le document, je vais vous le montrer comme ça. Vous allez dire, mais ce monsieur-là, il ne faut pas qu'il nous raconte des bobards. Excusez-moi, j'essaie de me débrouiller un peu. Donc voilà le document dont je parle. Donc voilà, on va le lire ensemble. Oui, vous voyez, oui, avec le doigt. Le procureur allègue qu'en mars, lors de... Voilà, vous voyez, le procureur qu'en mars 2000, lors de l'offensive militaire qu'elles ont menée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les forces ont violé au moins 23 personnes, toutes des femmes de l'ethnie guérée. Il soutient que les forces pro-Ouattara ont détenu des femmes durant un ou plusieurs jours et les ont violées. Je vais aller au-dessus. L'allégation du procureur, excusez-moi, je vais essayer de m'arranger un peu. Désolé. On va reprendre. Oui, à mon doigt. L'allégation du procureur étant étayée par des renseignements disponibles, la Chambre conclut qu'il y a une base raisonnable pour croire que les forces pro-Ouattara, les voilà, c'est marqué pro-Ouattara, sont responsables de meurtres et d'attaques intentionnellement dirigées contre la population civile commis entre le 25 février 2011 et le 6 mai 2011. Alors, vous avez entendu comme moi qu'elle dit qu'elle a commencé les enquêtes en 2015. Alors que là, il y a un document. Le document a été émis. On a donné l'autorisation le 15 novembre. Une semaine après, le 23, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été émis contre le président Gbagbo. Le 30, on l'a déporté. Il y a eu une célérité. C'est le même document qui parle de deux forces en présence, les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo. On a pris donc le chef, on prend le chef de chaque camp. Si on a pris donc le président Gbagbo, on dit pro-Gbagbo, on doit prendre donc pro-Ouattara. Ça dit qu'on doit prendre Ouattara. Ou bien, enfin, je ne sais pas. Bon, comme ils ont pris, en plus du président Gbagbo, on a pris le ministre Charles Blé Goudé. Donc si on a pris Ouattara, Dieu n'a pas, bon, Ouattara n'est pas encore venu, on peut prendre l'autre. Enfin, un là-bas, quoi. Vous voyez, moi, je ne sais pas qui c'est. On peut prendre un qui est numéro 2 ou bien, je ne sais pas combien. Comprenez?
Donc, et là, vous avez entendu, c'est le procureur qui dit que ça a commencé en 2015. C'est pas possible. Alors que le document dont je vous fais cas, c'est quand même, voilà, c'est marqué ici. Je reprends encore, je vous montre de nouveau, excusez-moi. Dans ce document-là, vous voyez, c'est pas un document où Mme Fatou Bensouda, excusez-moi, voilà, regardez bien, bureau du procureur, Luis Moreno Ocampo, et en bas, Mme Fatou Bensouda. Donc, elle est informée du début à la fin du document. Donc, elle est dans le secret. Elle sait ce qu'elle fait. Alors, comment peut-elle dire que ce n'est qu'en 2015, c'est ce que vous avez entendu, qu'elle a commencé les investigations de l'autre côté. Donc, elle a mis 4 ans. Pourquoi? Pourquoi? Donc, voilà une série de questions que je me pose. Et je pense que, je sais qu'il y a certains qui attendent un peu ce qui se passe, qui, du moins, pour le 27 ou le 28 ou le 29. Hein? C'est le 27, 28 ou 29, il doit y avoir quelque chose. Il y a une date qui est prévue. Vous avez vu, comme nous, si vous allez sur le site, que encore Mme Fatou Bensouda dit que, parce que, excusez-moi, comme M. Maître Claver ne peut pas venir, ne peut pas se déplacer, ça va être un déséquilibre. Pour une fois, elle veut défendre. Non, on dit non. On n'a pas besoin de grandes personnes. C'est-à-dire, déjà, ici, Maître Bougnon est là, Maître Zokou est là aussi. Si Maître Claver Ndri ne peut pas venir d'Abidjan, mais les deux autres peuvent aller avec Maître Knop qui réside déjà à Londres. Le ministre Ablé Goudé est là, je dis à Londres, comment on appelle, en Hollande. Maître Altit, il peut partir avec Maître Niaouri ou bien Maître Baron, hein, avec le président Gbagbo. Mais ici, de manière fallacieuse, si vous le lisez, elle dit non, comme on ne peut pas faire, ça va créer des équilibres, et ainsi on ne peut pas reporter. Donc c'est ce qu'elle veut faire, elle veut qu'on reporte ce qui est prévu. On a déjà reporté le 11, elle veut qu'on reporte encore ce qui est prévu, soit le 27, le 26 ou le 27, le 28 ou le 29, on ne sait pas encore la date. Il n'y a aucune décision encore, on n'en sait rien. Et elle, ce qu'elle propose, c'est qu'il n'y ait même pas de rencontre, je ne sais pas quel est son problème. Mais toujours est-il que, pour ce qui concerne le procès actuellement, voilà un peu où on est. Mais ce n'est pas l'objet de mon entretien du jour. Mon entretien du jour, c'est véritablement, qu'en est-il du camp Ouattara? Et je pense que, ça c'est mon avis, on ne doit plus chercher à dire qu'il y a eu vice de procédure. On a déjà jugé le président Gbagbo, on a déjà jugé le ministre Ablé Goudé. Ça, c'est un peu plus notre droit. Ce que nous demandons, c'est comme c'est un équilibre, une balance, quand on met d'un côté, il faut mettre de l'autre côté. En mathématiques, nous on parle de l'équation, l'égalité. Vous voyez? Donc on a une équation, c'est une égalité dans laquelle vous avez des inconnus et il faut trouver d'une valeur à remplacer par cette inconnue pour que l'égalité soit juste. C'est ça. Donc nous, comme on nous dit que la CPI, c'est ça, c'est leur symbole, c'est ça. C'est leur symbole qui est là. C'est une balance. Donc si on a mis un dans un plateau, il faut que l'autre plateau soit plein pour qu'il y ait l'égalité. Voilà, chers frères, chères sœurs qui me suivez, vraiment merci d'avoir pris ce temps pour me suivre. C'était ces petites informations que je tenais à vous rapporter. Et nous devons mettre la pression pour dire qu'il faut que l'autre camp soit jugé. C'est ça. Moi, je pense que c'était un combat très, très important. Je finis pour vous rappeler que vous pouvez vous procurer mon premier ouvrage. Et je sais que je peux compter sur vous. Si vous ne savez pas, vous m'envoyez un message sur le mail que j'ai mis au-dessus, qui est morafafrique.gmail.com, hein, le monsieur est dessus. Et je vous répondrai comment vous pouvez faire pour vous acquérir. Donc, il y a déjà certaines personnes qui l'ont fait. Et je dis merci à toutes ces personnes. Donc voilà, à vous toutes et vous tous qui êtes là, je vous remercie. Désolé, je ne peux pas citer tous les noms, malheureusement. Je vais voir, je pense, voilà, Armand, Zo. Grand frère, là, dit Kabakone. C'est mon idole. Donc, chaque fois que je le vois, je me vais droit au cœur. Voilà, Mary Keïta, je vous salue, vous toutes et vous tous. Merci, merci. Et à la prochaine pour que nous puissions comprendre ce problème en Côte d'Ivoire. Et que véritablement, à un moment donné, je parlerai aussi, peut-être même je vais écrire dessus, sur la CPI et les Africains. Voilà, on va voir la CPI et les Africains, vous allez voir,
Ça va peut-être vous étonner. Depuis que la CPI est ouverte depuis 2002, il n'y a que les Africains qui sont jugés là-bas. Ça dit que de manière subtile, je dis bien de manière subtile, on voit que les Africains sont criminogènes. Ça veut dire que nous avons des gènes de criminels, puisqu'il n'y a que les Africains seuls. J'espère que quelqu'un ne me dira pas, mais qu'est-ce que c'est pour la Yougoslavie? Yougoslavie, c'est une cour spéciale. Le tribunal pénal de Yougoslavie n'a rien à voir avec la CPI. Depuis que la CPI est ouverte en juillet 2002, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des Africains qui ont été jugés, ou bien qui sont en voie d'être jugés. Lorsque le président Gbagbo et le ministre Blé Goudin ont été acquittés, on a remplacé par deux, un centrafricain et puis un soudanais. Bon, je ne suis pas là dans l'esprit du complot, mais le constat est là, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche et je demande à ce que vous preniez soin de vous. En tout cas, c'est quand nous vivons que nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous devons dire à la CPI de respecter le symbole qu'elle s'est donné, à savoir la balance. Une balance parle d'un équilibre. Et il faut que l'équilibre soit. Voilà ce que nous demandons. On ne demande rien, on ne demande aucune faveur qu'il y ait une balance. Je vous dis merci. Je vous demande de ne pas me croire sur parole. Allez-y sur le site de la CPI. C'est le document dont j'ai parlé longuement, c'est celui du 15 novembre 2011. Si vous n'avez pas la possibilité de l'avoir ou vous n'avez pas trouvé, vous m'envoyez un mail sur le document du départ. Je vous enverrai le document par mail. Comme ça, vous ferez votre idée. Ou bien je vous amènerai les références, le lien. Vous allez tirer vous-même pour voir si c'est vraiment sur le site de la CPI. Est-ce que je ne suis pas en train de raconter des histoires? Voilà. Je vous souhaite, pour finir, un très bon après-midi. Et puis, je sais que lundi, c'est la reprise pour certains, puisque le déconfinement se fait maintenant. En tout cas, prenez soin de vous. Soyez vigilants. Continuez toujours de vous protéger. Faites attention à vous et aux personnes qui vous sont chères. Sachez que de votre protection va venir la protection des autres. Donc, attention. Même si on ne sait pas encore ce qui se passe à travers cette pandémie, prenons des dispositions. Il vaut mieux prendre des dispositions que de jouer, comme on dit, les Django pour dire que ça n'a pas lieu. Et si effectivement ça a lieu, nous serons perdants. Et je n'ai pas envie de vous perdre parce que vous êtes des personnes qui me sont chères. À très bientôt. Merci. Merci. En tout cas, n'oubliez pas le livre. Allez, au revoir.